environ une fois par mois, même si récemment on a dû annuler quelques événements pour des raisons qui me paraissent évidentes. Et donc, on a dû se réorganiser pour continuer nos activités. Et là, vous assistez à notre tout premier webinaire. Alors, c'est un format qui va sans doute, qui sera amené à se renouveler pour qu'on puisse continuer nos conférences. Et sans doute, ça va prendre une place dans nos activités sur le long terme, puisqu'il nous permet de toucher un public qui est non parisien, ce qui est un petit peu compliqué auparavant, puisqu'on faisait ça en présentiel au village Baïséa, près de Miromesnil, dans Paris. Les vidéos des conférences sont en ligne sur YouTube. Vous pourrez les retrouver sur notre site internet. Vous tapez simplement Centrale Énergie sur Google. Aurélien, tu peux aussi partager le lien sur la conversation. Et on publie également une newsletter tous les 2 mois avec des articles sur l'énergie, parfois sur le climat. Et je vous invite à vous inscrire sur notre site internet. Et donc ce soir, nous accueillons enfin Emmanuel, puisqu'il devait intervenir sur les défauts de l'approche orthodoxe de l'économie aux côtés d'Antonin Potier, l'auteur de « Comment les économistes réchauffent la planète » en décembre dernier. Puis on a dû reporter à cause des grèves. Et la nouvelle session était prévue pour le mois de mars, et cette fois, c'est le confinement qui est passé par là. Et donc, bien ce soir, normalement, c'est la bonne, même si Emmanuel interviendra seul. J'ai dit qu'on l'accueille enfin, mais en réalité, Emmanuel était déjà intervenu chez nous en décembre 2018, aux côtés notamment de Philippe Biwix, sur un sujet assez similaire. Donc, Emmanuel est économiste, il travaille sur des questions de prospective énergétique au sein d'IFP Énergie Nouvelle. Il est le porteur du projet Generate, qui a reçu un financement de l'Agence nationale pour la recherche, ANR de son petit nom. Et c'est ça dont il va nous parler ce soir. Un beau CV, puisqu'il est docteur en sciences économiques de l'Université Paris 1, un DEA en économie et sociologie du développement de l'Institut d'études du développement économique et social, avec un bel acronyme à la française, de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il est également diplômé dans l'Institut de relations internationales et stratégiques IRIS, en géopolitique et prospective, et directeur de recherche à l'IRIS et chercheur associé à Economics. Et je te remercie, Emmanuel, de ne pas avoir fait une liste plus longue que celle-là. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne conférence. Et Emmanuel, la parole est à toi. Merci beaucoup, Damien. J'espère que vous m'entendez tous et que vous me voyez. Donc, je vais partager pour ce webinaire. Merci de l'invitation et puis surtout d'avoir conservé en fait l'énergie pour continuer à organiser cette conférence, étant donné que ce soir nous brisons l'adage jamais 203, donc nous y parvenons. Donc ce soir je vais effectivement vous parler des matériaux de la transition énergétique avec une problématique, avec un très très joli titre qui s'appelle « Remplacer un problème par un autre ». Donc la présentation que je vais faire, c'est bien évidemment moi qui l'a fait ce soir, mais c'est bien évidemment un travail d'équipe, car sans mes collègues, notamment Gondia Soknasek, qui s'occupe de toute la partie modélisation, sans Fernanda Guedes, sans Marine Simoine et sans toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin au projet Generate, bien évidemment, ce travail n'existerait pas. Et donc, moi, je les remercie de leur perspicacité et de tout le travail qu'ils ont fourni pendant ces longues années. Alors, le plan de mon intervention va être le suivant. Je vais vous faire quelques petites réflexions en fait, sur le projet Generate de manière assez rapide, sur la transition énergétique mondiale. On va s'interroger sur les nouvelles questions géopolitiques qui sont liées à la transition énergétique. Et puis, je vais vous présenter un petit peu la méthodologie qu'on a utilisée en fait, pour réaliser ce travail. Et puis, on va rentrer en fait, dans la partie un petit peu des résultats, où on va s'intéresser à est-ce qu'il y a une criticité de certains matériaux. Et donc, durant cette demi-heure, je vais vous parler de lithium, de cuivre, beaucoup de cuivre d'ailleurs, de nickel, de cobalt, de terres rares. Et puis, on va aborder un problème qui est assez central et qui est une des conclusions en fait, de ce projet Generate. C'est au final, derrière la criticité des matériaux, il y a sûrement une criticité qui se cache, c'est celle de l'eau. Et c'est un élément qui est très, très important sur ce projet. C'est une des conclusions les plus importantes et bien évidemment, j'en discuterai à la fois
dans cette partie et dans ma conclusion. Alors, quelques mots sur le projet Generate. Alors, Generate, hein, c'est géopolitique des énergies renouvelables et analyse prospective de la transition énergétique. Une fois qu'on a fait une cinquantaine de présentations, on s'en souvient assez facilement, on n'a plus besoin de l'écrire. Donc, c'est un projet intégré de compréhension du processus ou de la dynamique de transition énergétique. Et dans ce projet, nous nous sommes attaqués avec l'ensemble de l'équipe Generate à 3 gros volets qui nous a paru très importants dans le cadre de la dynamique de transition énergétique. Le premier volet, c'est bien évidemment le volet ressources. Ça va être celui que l'on va aborder ce soir. Et la question principale qu'on s'est posée derrière ce volet ressources, c'est au final, derrière la dynamique de transition énergétique, étant donné qu'il va y avoir des besoins en technologie bas carbone qui sont très gourmands en matériaux, que ce soit de l'aluminium, du cuivre, du béton, du cobalt, du lithium, du nickel, des terres rares, etc. Quelle demande peut-on envisager à l'horizon 2050 sur ces matériaux? Et au final, si on rapporte en fait une demande envisagée en 2050 par rapport à un niveau de réserve ou un niveau de ressources observé actuellement, est-ce qu'on peut avoir déjà des indices de criticité de certains matériaux dans cette phase de transition? Alors, pour réaliser en fait cette première partie, c'est la méthodologie que je vous présenterai tout à l'heure. On a utilisé un modèle de prospective. Je vous le commenterai tout à l'heure. Je reviendrai dessus un tout petit peu plus tard. Là, le deuxième volet en fait du projet Generate s'intéressait plus à la question des brevets de la transition, car vous n'êtes pas sans savoir que cette transition, elle est du premier abord, c'est une transition technologique. Bien évidemment, il y a des aspects comportementaux qui sont très, très importants. Il y a aussi des aspects liés à la macroéconomie, au découplage, à toutes ces questions aussi qui sont très fortes, mais que nous n'aborderons pas ce soir. La question des brevets, elle est essentielle tout simplement pour se poser la question suivante. Finalement, est-ce que dans le cadre de l'installation ou des investissements dans les technologies bas carbone, est-ce que je ne vais pas être dépendant maintenant d'une technologie et où se situe l'invention de cette technologie? Et donc, on a essayé de cartographier les brevets de la transition énergétique. On a des résultats qui sont très, très intéressants, mais encore une fois, ce n'est pas le cadre de la présentation de ce soir. Et enfin, la troisième partie, c'est la question des pays producteurs d'hydrocarbures, et notamment dans cette transition où nous mesurons quand même de manière assez générale plutôt, j'allais dire, l'ego du pays consommateur, c'est-à-dire qu'on le prend généralement que de point de vue de nous, pays importateurs ou consommateurs de matières premières, quid des pays producteurs d'hydrocarbures qui, eux, risquent d'avoir une diminution de leur demande en hydrocarbures, gaz, pétrole à l'horizon 2050. Quel processus de diversification, quelle trajectoire et quel nouveau rôle géopolitique de ces pays dans le cadre de la transition. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement à l'aspect ressources, et donc on va s'interroger donc sur cette question de criticité des matériaux. Alors juste un tout petit point quand même sur cette question de transition énergétique, parce que justement il y a énormément de sens à s'interroger sur la complexité de la transition énergétique dans cette présentation. Et je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi. Enfin, je pense que ce sont des éléments que vous connaissez déjà, que peut-être vous approuvez, que peut-être vous contestez. Mais la question de la transition énergétique, elle est très intéressante de plusieurs points de vue. On parle souvent de la vitesse de la transition énergétique. Je pense qu'il y a très peu de questions au final sur ce point, étant donné qu'on considère généralement qu'elle sera lente, qu'elle sera plutôt un mix de différentes énergies à l'horizon 2050-2060. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de regarder en fait ce point de vue de manière historique. C'est-à-dire que historiquement, on a déjà connu des transitions énergétiques, ce n'est pas la première. On est passé d'un modèle tout renouvelable jusqu'à la révolution industrielle à un modèle très orienté sur le charbon, c'est la première. On est passé du charbon au pétrole, c'est la deuxième. Et là, on nous parle finalement d'une troisième transition énergétique, voire même, si on monte très très loin dans l'histoire, la première transition énergétique, c'est bien évidemment quand l'homme a découvert le silex
et qu'il a transformé en fait une énergie physique en une autre forme. Donc, les transitions énergétiques, on les connaît, mais la grosse problématique que l'on a à l'heure actuelle, c'est que finalement, est-ce que l'on nomme bien ce processus de transition énergétique? On est plutôt dans des schémas d'empilement énergétique, hein, c'est-à-dire lorsque vous regardez sur ce graphique, notamment la consommation énergétique dans le monde depuis 1965, hein, c'est-à-dire une période finalement assez récente, on s'aperçoit que oui, certes, on a plus de renouvelables de manière relative en 2018 ou en 2019 par rapport à 1965, c'est tout à fait vrai. Hein. Lorsque vous prenez par exemple le pétrole en 1973, à la veille du choc pétrolier, c'était plus de 50% de l'énergie primaire. Aujourd'hui, c'est 34%. Oui, effectivement, donc on a une transition énergétique, mais elle est toute relative, tout simplement parce que si là, je ne parle plus en manière relative, mais plutôt en termes de volume consommé, ben on consomme 2 fois plus de pétrole en 2019 qu'en 1973. C'est-à-dire que ce terme de transition énergétique, finalement, il nous amène plutôt à repenser nos modèles de consommation. Et finalement, c'est peut-être sur ce sujet-là qu'on s'interroge le moins, étant donné qu'on est plus dans l'empilement. Et donc, si on est dans l'empilement, et si on s'intéresse notamment à la géopolitique de l'énergie ou à l'ensemble des processus, j'allais dire, de relations internationales liées au marché de matières premières, bah, si vous empilez différentes couches d'énergie, bah, vous allez, pardonnez-moi l'expression, empiler les problèmes. C'est-à-dire que là où, au final, on pourrait penser de manière très intuitive que la transition énergétique, elle va permettre d'aller vers une géopolitique de l'énergie qui est beaucoup plus simple au final. Et ça, c'est quelque chose hein, qu'on a pu lire, dont on a pu entendre parler. Hein. On a souvent entendu parler notamment avec la transition énergétique, on va avoir une réduction de l'intensité de ce qu'on appelle la géopolitique des détroits, hein, c'est-à-dire le détroit d'Ormuz ou le détroit de Malacca, c'est-à-dire là les principaux points, les hotspots pétroliers dans le commerce international. Mais au final, si vous réfléchissez, si vous êtes dans un processus d'empilement et pas du tout de transition, au final, ce n'est pas moins de géopolitique que vous avez, c'est qu'on va conserver cette géopolitique des détroits, et c'est ce qu'on observe encore actuellement. Et malheureusement, on va aussi rajouter des couches de complexité dans ce monde énergétique. Deuxième point qui a souvent été développé et qui est aussi très intuitif, hein, c'est de dire, au final, lorsqu'on consomme des énergies renouvelables, il n'y a pas de concurrence d'usage. Alors ça, c'est un point de vue qui est très intéressant. Effectivement, si j'installe un panneau photovoltaïque sur mon toit, mon voisin peut le faire, effectivement. Le problème, c'est est-ce qu'au bout d'un moment, que ce soit au niveau de la technologie ou que ce soit au niveau des matériaux qui sont consommés, on ne va pas finalement avoir une concurrence, non pas sur l'usage final de la technologie, mais plutôt sur comment on a construit cette technologie, avec quels matériaux. Donc, au final, ces énergies renouvelables, elles posent davantage de questions qu'elles n'en résolvent. Alors attention, mon propos n'est absolument pas de dire qu'il ne faut pas investir dans les énergies renouvelables. Ce n'est absolument pas ça le propos, parce que c'est des critiques que j'ai déjà eues lors de présentations. Donc je préfère tout de suite, élaborer un petit peu sur ce point. Le propos, c'est de dire plutôt, il faut, à travers les travaux que nous menons ou que d'autres personnes réalisent sur ces questions-là, il faut anticiper certains problèmes qui pourraient subvenir dans les années qui viennent en matière de géopolitique de l'énergie et notamment en matière d'approvisionnement en matières premières. Alors, les questions qui sont liées aux matériaux stratégiques, j'en ai listé 4 pour aujourd'hui. On va parler des 4 en fait au travers des différents exemples. Hein. Le premier, c'est ce qu'on appelle la crainte d'une criticité géologique. Là, ça repose tout simplement sur l'hypothèse que les matières premières sont un stock. Pour la plupart, ce sont des stocks finis. Et donc, on risque d'avoir des phénomènes de criticité, c'est-à-dire de pénurie de matériaux à un certain moment, pénurie qui pourrait conduire à des hausses de prix manifestes ou qui pourrait conduire à un non-usage de technologie. Donc ça, c'est une approche, on va dire, géologique qui est très intéressante, hein, notamment qui se base sur le concept de réserve et de ressources
qui sont présentes dans le sol. Hein. Alors là, on parle des matériaux stratégiques, mais cette crainte de criticité géologique, elle existe aussi dans le domaine pétrolier, où on a déjà depuis on va dire la moitié des années 2000, on a passé le pic de production d'hydrocarbures conventionnels, par exemple. Et donc, hein, ce sont des questions que l'on se pose assez régulièrement. Je pense qu'il faut mêler cette analyse avec une analyse qui est un petit peu plus économique. Hein, c'est celle de la crainte d'une cartélisation des marchés de matières premières. Parce que alors là, on passe à un niveau qui est un petit peu supérieur, c'est-à-dire est-ce que, certes, on pourrait peut-être avoir une criticité géologique ou pas, mais on pourrait aussi avoir une problématique, c'est celle de la cartélisation des marchés, c'est-à-dire des producteurs, hein, à l'image notamment du cartel de l'OPEP ou d'entreprises. Vous allez voir que dans les exemples que je vais vous donner, on a de nombreux marchés où au final, on a 4 ou 5 acteurs mondiaux qui représentent entre 80 et 90% du marché. Donc là, on peut avoir une crainte, elle est plus géologique, mais elle est plutôt économique. On peut aussi avoir la crainte d'une dépendance stratégique. Alors, la dépendance stratégique, c'est notamment certains secteurs, hein, que ce soit le secteur militaire, par exemple, qui est très friand de certains matériaux. C'est aussi le secteur de l'aéronautique. C'est plutôt la crainte en fait que certaines innovations ou certains biens développés par certains pays pourraient être entravés par certains matériaux. Alors, on prend généralement le cas des terres rares, hein, qui est assez intéressant de ce point de vue-là, où vous avez un pays, hein, qui détient au final seulement un tiers des réserves de terres rares, mais qui représente, alors j'ai mis 80% de la production en 2017, ce chiffre est tombé à 62% en 2019, mais qui représente une très large part de la production. Et enfin, dernière crainte, et celle-là, elle est au final très peu envisagée à la fois par l'économie ou même par les modèles ou par nos modèles mentaux, c'est la crainte de conséquences environnementales majeures, que ça soit les émissions liées à la production de ces matériaux, que ça soit la consommation en eau, que ça soit la consommation en énergie, qui sont liées à l'ensemble de ces matériaux. Et quelque part, répondre à la question de la criticité, c'est essayer, pour chacune des matières premières que je vais vous présenter, d'aller aborder en fait ces 4 criticités, c'est-à-dire une criticité géologique, économique, stratégique et environnementale. Alors, lorsqu'on rentre dans la question des matériaux stratégiques, il suffit de regarder un petit peu ce beau tableau de Mendeleïev, dans lequel vous avez une représentation de tous les matériaux qui sont utilisés, notamment dans les technologies bas carbone, hein, que ce soit le stockage, la connectivité, l'efficacité énergétique, la catalyse, la production ou le transport d'électricité, le nucléaire, le photovoltaïque, l'éolien avec les aimants permanents, les superconducteurs. Ce que nous avons observé, c'est que dans de nombreux cas, et je vous montrerai ça notamment dans le cas du cuivre, les technologies bas carbone, que ce soit en mégawatts installés ou en véhicules particuliers, vous allez avoir une consommation de matériaux qui est supérieure aux technologies, j'allais dire, classiques, que ce soit les centrales thermiques dans le secteur de l'électricité ou que ce soit les véhicules thermiques dans le cadre du secteur des transports. Donc, notre idée de base, notre intuition de base, c'était tout simplement de nous dire, bon, on a des technologies bas carbone qui, logiquement, doivent rentrer dans le mix énergétique, que ce soit dans le secteur transport, dans le secteur de l'électricité, si on a, si on vise une dynamique de transition énergétique, donc on doit être capable de calculer les demandes de ces matériaux avec un modèle. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le modèle que nous avons développé depuis environ une dizaine d'années à IFPEN, c'est le modèle TIAM-IFPEN. Donc ça, c'est un modèle, alors c'est un modèle, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais si bien évidemment vous souhaitez, vous pourrez me poser des questions sur le modèle. Il y a même le modélisateur en chef qui est parmi nous ce soir, et donc si des fois il y a des questions sur ce sujet, je lui laisserai volontiers la parole. Mais ce modèle TIMES, c'est un modèle
c'est un modèle qu'on appelle un modèle technico-économique. Donc, vous allez voir, c'est assez simple, je vais vous le raconter à la manière d'un économiste. Vous allez le prendre de gauche à droite, vous faites rentrer des ressources en fait, sur votre gauche, vous avez des moyens de transformation en fait, de ces matières premières, c'est-à-dire du pétrole, du gaz, du charbon, de l'uranium, de la biomasse, dans des centrales électriques, que ce soit des centrales thermiques ou des centrales renouvelables. Vous avez une représentation mondiale de ces technologies. Après, vous avez un réseau. À chaque technologie qui est installée dans le modèle et qui est une représentation réelle des technologies qui existent au niveau mondial, vous avez un réseau et à chaque fois que vous avez une technologie, vous allez avoir un coût de cette technologie avec un CAPEX, un OPEX, et puis vous allez avoir une consommation énergétique, et puis vous allez avoir des émissions qui sont associées, bien évidemment. Et puis en face de cela, là on est tout à droite du graphique, vous avez des demandes qui sont adressées aux différents secteurs, hein, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'industrie, le secteur du transport, le secteur de l'électricité. Et donc, vous allez avoir la possibilité, avec ce type de modèle, de générer des scénarios, étant donné qu'on a des émissions qui sont associées pour chacun des secteurs, bah, ça va être assez simple, hein. On va pouvoir générer des scénarios 4 degrés, c'est-à-dire limiter les températures à 4 degrés à un horizon de temps qui peut être 2050, 2060 ou 2100. On va pouvoir faire aussi des scénarios 2 degrés dans ce modèle, c'est-à-dire que là, on va imposer à notre modèle tout simplement de réduire les émissions mondiales. Et comment il fait notre modèle lorsqu'on lui impose un 2 degrés? Eh bien, tout simplement, il va faire rentrer des technologies bas carbone dans le modèle selon une minimisation des coûts du système, c'est-à-dire qu'il va aller au départ voir ce qui est le moins cher, c'est-à-dire qu'il va aller remplacer les centrales à charbon par peut-être des centrales à gaz. Il va commencer à mettre un petit peu plus de gaz, de solaire, d'éolien dans les systèmes électriques. Et puis après, il va s'attaquer au système du transport. Il va commencer à retirer les véhicules thermiques. Et nous, notre logique a été de faire quoi? Notre logique, elle a été toute simple. Pour chaque technologie que nous avons fait rentrer dans notre modèle, nous lui avons donné un contenu en matériaux. C'est-à-dire que si vous prenez une centrale solaire, par exemple, eh bien une centrale solaire, c'est tant de cuivre, tant de nickel, tant de silice. Si vous prenez un véhicule électrique, c'est tant de cuivre, c'est tant de cobalt, de nickel, de manganèse pour la batterie. Et donc, au final, ce que fait notre modèle, c'est que tout simplement, il agrège des demandes à l'horizon 2050. Et nous, au final, on regarde ce modèle tourner, qui tourne des fois pendant très, très, très longtemps. Et bien, après, nous avons notre travail, j'allais dire, d'analyse quantitative et qualitative à faire, c'est-à-dire que nous allons tout simplement regarder les demandes qui sont adressées au modèle à l'horizon 2050 et les rapporter au niveau des ressources ou des réserves que nous avons actuellement. Et donc, nous en déduisons des indices de criticité. Alors, pourquoi on a utilisé ce modèle? Alors déjà, parce que c'est un modèle mondial. Donc, il y a 16 zones qui sont représentées. Donc, vous imaginez en fait le nombre de données qu'il faut rentrer en fait de son modèle. J'insiste, ce n'est pas un modèle, théorique. C'est un modèle où vous avez pour chaque zone une représentation réelle à la fois du secteur transport avec le nombre de véhicules qui est présent à l'heure actuelle, dans chaque zone, le secteur électrique associé. Donc, ces 16 zones, elles sont intéressantes parce que, vous voyez, vous avez les principales zones de consommation et de production mondiale, notamment la Chine, les États-Unis, l'Europe, la Russie. Nous avons bien évidemment des regroupements et c'est très intéressant parce qu'on peut aussi utiliser ce modèle, et c'est ce que nous avons fait, pour essayer de voir quel pays sera plus dépendant en fait, des matériaux à l'horizon 2050. Vous voyez, on peut regarder déjà d'un point de vue global si un matériau va être critique, mais aussi on peut regarder si une zone va être plus critique qu'une autre. Est-ce que, par exemple, l'Union européenne va être plus critique sur le nickel que sur le cobalt? Et donc, ça, ce sont des outils, j'allais dire, qu'on met à disposition de la puissance publique, justement pour essayer de prendre en compte en fait, ces problématiques de criticité. Alors
voyez, par exemple, hein, je vous montre juste un slide en fait, sur le transport pour vous montrer en fait, comment ce modèle est véritablement très détaillé. Vous voyez, par exemple, dans le secteur du transport, on a représenté les bus, les minibus, les véhicules particuliers, les véhicules commerciaux. On a même représenté les 2-3 roues, tout simplement parce qu'il y a des pays en Asie où vous avez beaucoup de 2-3 roues électriques. Et donc, c'est très important en fait, de représenter les 2-3 roues, notamment en Chine et en Inde. Et puis, vous voyez, par exemple, pour les véhicules particuliers, hein, on a des petits, des larges, des moyens. On a toutes les motorisations possibles, de l'essence au diesel, comment dire, à l'électrique batterie, l'hydrogène, etc., etc. Alors, ce qu'on a fait, nous, pour la question de la criticité, on a aussi intégré toutes les chaînes de valeur des matériaux. Donc là, je vous montre juste celle du lithium, hein, avec notamment les salars conventionnels, les salars, comment dire, le spodumène, tous les dépôts non conventionnels, avec encore une fois tous les processus de conversion, que ce soit de la pyro, de l'hydrométallurgie, le commerce et puis les secteurs finaux. On a fait ça pour l'ensemble des matériaux. Donc, on a fait ça pour le lithium, on a fait ça aussi pour le cuivre, vous voyez, mais on a fait aussi pour le nickel, etc., etc. Alors, lorsqu'on rentre dans la partie scénario, nous, on s'est intéressé en gros, on a fait 4 scénarios différents. On a premièrement fait des scénarios 4 degrés et 2 degrés, c'est-à-dire qu'en gros, on a mis un plafond d'émission à notre modèle pour que les températures soient limitées à 4 degrés et puis pour que les températures soient limitées à 2 degrés. Et puis, on a aussi, parce qu'on s'intéresse beaucoup à la question du transport à IFP Énergie Nouvelle, on a aussi mis dans notre modèle des types de mobilité différenciés, avec notamment une mobilité qu'on appelle business as usual, c'est-à-dire qu'en gros, on ne change rien par rapport à ce qu'on fait actuellement. Et puis, une mobilité durable dans laquelle il y a beaucoup d'investissements dans les transports collectifs, les taux d'occupation des véhicules sont augmentés. Et donc, c'est pour prendre en compte en fait, des changements de comportement possibles dans le modèle. Dans notre modèle, on a aussi pris en compte le recyclage des matériaux. Et ce qu'on a fait également, on a pris en compte différents types de batteries de véhicules électriques pour dépasser le seul stade, en fait, j'allais dire, de la batterie simplifiée, pardon. Donc, on a de la NMC 111, 811, 622. On a encore d'autres types de batteries qui sont modélisées. Alors, une fois qu'on a fait ces scénarios, donc là, je vous montre juste un petit résultat et après, on va regarder vraiment les résultats en dur sur les marchés de matières premières. Vous voyez, par exemple, là, ce sont les résultats du seul secteur transport au niveau international. À gauche, vous avez les scénarios 4 degrés avec la mobilité classique, la mobilité soutenable, et à droite, les scénarios 2 degrés. Vous voyez que quand on est en 2 degrés, quel que soit le type de mobilité, on a beaucoup plus de véhicules électrifiés au sens général que dans un modèle où on reste en 4 degrés. C'est-à-dire que là, on s'aperçoit qu'on a fait pénétrer de la technologie bas carbone. Et donc, nous, il nous suffit de faire quoi? Il nous suffit tout simplement d'aller ramasser en fait, les contenus matériaux en fait, de toutes ces technologies. Donc là, je vous ai montré le secteur du transport, mais bien évidemment, on fait la même chose pour le secteur électrique. Alors, premier cas étudié, c'est le lithium. Alors, on a beaucoup parlé du lithium depuis quelques années. Alors là, je vais peut-être décevoir énormément de personnes, mais voyez, le lithium pour nous n'est pas un matériau qui serait critique d'un point de vue géologique. Hein. Alors comment lire ce graphique? Je vais vous expliquer celui-là et de toute façon pour tous les matériaux c'est exactement le même type. Vous voyez, si vous prenez le chiffre de 25%, 25%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'horizon 2050, dans le scénario où vous avez un scénario 2 degrés avec une mobilité qui ne change pas, c'est-à-dire que pour nous, c'est le scénario le plus restrictif, hein, le plus difficile, c'est-à-dire qu'en gros, on ne change pas les comportements et en plus, on demande à notre modèle de faire du 2 degrés, on va consommer 25% des ressources en lithium observées en 2019. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de criticité géologique. Alors après, est-ce que ça veut dire qu'en gros, on peut laisser, j'allais dire comme la Commission européenne,
la question du lithium derrière nous. Je dis ça tout simplement parce que le lithium n'est pas considéré comme un matériau critique par la Commission européenne dans ses différents rapports depuis 2011. D'un point de vue géologique, ils ont complètement raison. Si je vais maintenant sur les autres items de criticité dont je vous ai parlé dans mon introduction. Alors là, on a peut-être un problème de cartellisation. À l'heure actuelle, sur le marché du lithium, on a environ 5 entreprises qui font 90% du marché mondial. Vous connaissez peut-être FMC, Albemarle. Vous avez donc ces deux entreprises qui sont très connues, mais vous avez aussi 2 entreprises chinoises qui n'existaient pas au début des années 2000. Et donc, vous avez ces 5 entreprises qui contrôlent, comme je vous l'ai dit, 90% du marché mondial. Et donc, peut-être qu'on n'a pas de criticité géologique, mais malheureusement, on va peut-être avoir un problème de cartellisation ou en tout cas de pouvoir de marché excessif. On va plutôt le dire avec le langage de la Commission européenne, un pouvoir de marché qui pourrait être envisagé en fait sur le marché du lithium à l'horizon 2050. D'autre part, d'un point de vue économique, on a, si vous regardez la structure du marché du lithium, on a environ comment dire, on va dire 4-5 pays de gros producteurs. Le premier, c'est l'Australie avec plus de 60% de la production. Puis on a ce qu'on appelle le triangle du lithium en Amérique latine avec Chili, Argentine, Bolivie, avec des stratégies nationales qui sont complètement différenciées. Donc, quid de ces stratégies nationales à l'horizon 2050 ? Est-ce qu'on va avoir une Amérique latine qui va continuer à, j'allais dire, est-ce que les grèves observées au Chili en 2019, est-ce que l'élection au Pérou de 2021 vont pas emmener, j'allais dire, l'Amérique latine vers un nouveau rejet du néolibéralisme, et est-ce qu'on va pas avoir une fermeture de ces marchés? On n'en sait rien. Donc, on a une véritable question, notamment sur comment aborder ces stratégies nationales à l'horizon 2050. Et puis, dernier point très important, et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être le fil rouge de ma présentation. On a un problème d'eau sur le lithium parce que malheureusement, c'est un matériau qui est extrêmement consommateur en eau. Et au final, pour le lithium, de nombreux papiers, de nombreuses études mettent en exergue le fait que, oui, dans la production de lithium, au final, l'élément le plus bloquant, ça sera peut-être l'eau. Et donc c'est une chose qu'il faut regarder de manière approfondie. Si je passe à l'exemple du cuivre, alors là, nous, quand on a fait ce travail, que ne fut pas notre surprise quand nous avons découvert nos résultats. Vous voyez que tout à l'heure, on avait un indice de criticité en gros de 25%, c'est-à-dire qu'en gros, on consommait 25% des ressources observées. Là, si vous prenez le cuivre, on consommerait à l'horizon 2050 96% des ressources en place à l'heure actuelle. Alors, nous, ça nous a donné en fait l'adage suivant, petits métaux, petits problèmes, gros métaux, gros problèmes. Alors, pourquoi on a cette problématique de criticité qui est vraiment exacerbée sur la question du cuivre? Tout simplement, c'est ce que je vous disais un tout petit peu tout à l'heure en introduction. Là, vous voyez sur le graphique, je vous ai mis le contenu en cuivre en fait en kilos par mégawatt, ou alors le contenu en cuivre des véhicules en kilos par rapport au secteur transport. Si vous prenez le secteur électrique, par exemple, toutes les technologies bas carbone sont sur la droite et en vert et consomment entre 2 et 4 fois plus de cuivre par mégawatt installé. Donc, en gros, déjà, d'une part, étant donné que ce sont des énergies intermittentes, vous êtes obligé, étant donné le facteur de charge, d'en installer beaucoup plus. Mais en plus, par mégawatt, vous devez consommer plus de cuivre. Et si vous allez sur le véhicule électrique, là, on est quand même sur des rapports qui sont très intéressants. On dit toujours en fait qu'un véhicule thermique classique, c'est 20 kg de cuivre, un hybride, c'est 40, un électrique, c'est 80. Si vous allez sur la Tesla, on est autour de entre 120 et 240 kg de cuivre en fait par Tesla. Donc, quand vous choisissez votre modèle de véhicule, faites attention en fait au poids en cuivre. Tout ça pour vous dire quoi? Tout simplement en fait que les différentes applications qui utilisent du cuivre dans la transition énergétique ont des contenus en cuivre qui sont largement supérieurs à ceux des technologies classiques. En outre, il faut rajouter quelque chose de très intéressant,
c'est que le cuivre, le secteur du transport ou le secteur de l'électricité, à la base, ce n'est pas forcément le secteur le plus consommateur. Pour le cuivre, vous avez de nombreux secteurs, et notamment les biens manufacturés, le secteur de la construction. Et donc, à côté en fait, de cette demande très dynamique pour la transition énergétique, vous avez toujours cette demande très dynamique, j'allais dire, des secteurs traditionnels de consommation. En outre, à côté de cette criticité géologique, vous pouvez aussi rajouter des problématiques au niveau de cartélisation. Alors, la cartélisation, elle peut se voir à double titre sur le marché du cuivre, à la fois dans le domaine de la production, où en gros, vous avez 5 grosses majors qui contrôlent le marché du cuivre. Et puis, au niveau du raffinage de cuivre, où en gros, vous avez 80% des raffineries de cuivre qui se situent en Chine. Donc, vous avez aussi une problématique, j'allais dire, de cartélisation qui peut se poser en plus de la criticité géologique. Vous rajoutez à cela, et c'est pour ça que le cuivre est un métal véritablement dont on parle pas assez au niveau de la transition énergétique, il y a une problématique très importante sur l'eau. Si vous êtes sur l'eau, vous avez une consommation d'eau, notamment dans des pays comme le Chili, où on a des plans de développement, notamment de la transformation d'eau, de la désalinisation d'eau à l'horizon 2025. On essaye de multiplier par près de 5 en fait, cette désalinisation pour faire monter de l'eau dans les principaux sites d'extraction. Et si vous rajoutez à cela, et si vous liez les deux sujets, c'est-à-dire lithium et cuivre, c'est encore plus pertinent. Pourquoi ? Parce que vous voyez que vous allez avoir dans certains pays, et notamment le Chili est un très bon exemple, une concurrence d'usage sur l'eau pour la production de ces matériaux. C'est-à-dire que vous avez à l'heure actuelle un gouvernement chilien qui met des quotas d'eau pour essayer de réduire la consommation en eau et qui, un jour, sera obligé, parce que bien évidemment, il y a aussi une demande sociale qui est très forte, qui sera obligé en fait d'imposer des quotas encore plus restrictifs sur l'eau. Alors, comment on peut s'en sortir, notamment sur la criticité du cuivre ? Vous voyez, par exemple, on a aussi dans ce modèle mis en place en fait des politiques publiques pour voir comment se sortir de la criticité. Si vous passez d'un scénario où vous avez une mobilité traditionnelle avec une mobilité soutenable, vous voyez, par exemple, dans ce graphique, le ruban jaune, c'est la consommation de cuivre dans le secteur transport. Si vous êtes en dessous des pointillés noirs, vous allez avoir une mobilité soutenable. Si vous êtes au-dessus, c'est la mobilité traditionnelle. Vous voyez qu'en mettant en place une mobilité soutenable, on retire déjà 1/3 de la consommation de cuivre dans le secteur transport. Donc, ça veut dire que la politique publique a un rôle très important à jouer pour rendre notamment moins critique le cuivre dans le secteur. Un autre secteur qui est très important, c'est le secteur du recyclage. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on met en place des politiques de recyclage, on s'aperçoit que dans certains pays, le recyclage, ça va représenter jusqu'à 45% de la consommation domestique. Ça veut dire qu'il va falloir développer de manière massive le recyclage sur le cuivre. Si je continue dans mes matériaux, vous voyez que le nickel, très, très présent notamment dans les technologies véhicules, criticité, on va dire, moyenne, c'est-à-dire qu'à l'horizon 2050, on consomme environ 60% des ressources en place. Si on est sur le cobalt, élément très très intéressant. Si je suis sur le cobalt, vous voyez, on se retrouve dans un schéma où on est plus sur une criticité géologique très forte, vu qu'on consommerait près de 94% du cobalt au niveau mondial. Ce à quoi, là, bien évidemment, il va falloir ajouter une forme de criticité qui peut être, alors là, à la fois au niveau, j'allais dire, de l'économie, c'est-à-dire que vous avez une partie très importante, autour de 55% du raffinage de cobalt qui se réalise par la Chine. Vous avez une stratégie vraiment dédiée du cobalt sur la Chine en termes d'approvisionnement. Vous avez bien évidemment tous les problèmes de durabilité des mines en République démocratique du Congo. Et donc, voilà, c'est le deuxième matériau qui concentre
j'allais dire, un très haut indice de criticité. Mais vous voyez, regardez, si on change de type de batterie, c'est-à-dire que si on prend des batteries à gauche, on vous a pris le scénario à 93% de criticité. Si vous prenez des batteries qui sont moins chargées en cobalt, ben vous voyez, vous pouvez faire retomber en fait la criticité du cobalt à environ 68%. Alors, c'est déjà très élevé, mais on est quand même loin en fait des 93%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à côté des politiques publiques, ben, la neutralité technologique, on doit batailler quelque part pour ne pas forcément être neutre technologiquement lorsqu'on met en place différentes technologies de batteries. Oui, des batteries qui consomment moins de cobalt sont peut-être à favoriser. À voir après si ces batteries qui consomment moins de cobalt ne consomment pas plus de nickel ou de manganèse, même si le manganèse est un matériau qui est là pour le coup pas critique. Dernier exemple, ce sont les terres rares. Alors, les terres rares, on en parle beaucoup également. Nous, notre indicateur de criticité, vous voyez, c'est le plus faible qu'on puisse avoir. Alors, c'est le plus faible. Il y a une raison, j'allais dire, de modélisation qu'il ne faut pas oublier. C'est le plus faible parce qu'on est obligé de prendre en compte en fait, les terres rares d'un point de vue global. On n'a malheureusement pas les ressources et les réserves en fait, pour chacune des 17 terres rares. Et donc, ça, c'est un vrai problème de modélisation. Mais d'un point de vue global, il n'y a pas de problème de criticité. Par contre, et là, c'est très intéressant, et là, c'est les derniers travaux que nous avons réalisés, dans l'équipe Generate. Si vous prenez en compte la consommation d'eau du seul secteur des terres rares par rapport au secteur industriel ou par rapport à la consommation globale, vous avez des chiffres qui sont absolument hallucinants, que ce soit pour la Chine ou l'Australie. C'est-à-dire, si je reviens sur mon premier graphique, où en gros, je vous disais, il n'y a pas de criticité géologique, effectivement, mais la principale criticité sur les terres rares, elle n'est pas géologique, elle sera peut-être tout simplement le fait qu'il y a une trop forte consommation d'eau associée aux terres rares, dans l'industrie. Vous voyez que par exemple pour la Chine, les terres rares en 2050, c'est 25% de ce qu'on consomme actuellement, de tout le secteur industriel. Donc, c'est quand même quelque chose de très important. Si vous faites la même étude sur l'Australie et les États-Unis, vous voyez, pour l'Australie, là, on explose complètement les scores, tout simplement parce que malheureusement, en fait, les mines de terres rares sont situées là où vous avez le plus important stress hydrique. Donc, là, tout simplement, on va avoir une consommation d'eau, je ne sais pas si vous imaginez, mais la consommation pour les terres rares pour l'Australie en 2050, selon notre modèle, c'est 25% de la consommation totale australienne actuellement. Donc, on a véritablement à se poser des questions, et c'est aussi pour nous un objectif de recherche parce qu'on a envie d'approfondir ce sujet, sur comment limiter la consommation d'eau de la production de matériaux de la transition. Alors, bien évidemment, il y a des choses qui existent. Encore une fois, on revient sur le recyclage. Si vous recyclez, c'est moins d'énergie et c'est moins d'eau. Et vous le prenez, par exemple, je prends mon exemple un exemple très parlant. Je ne sais pas, moi, je vais vous prendre le nickel, par exemple. Le nickel, si vous êtes en minerai en termes d'énergie, vous allez avoir une consommation entre 130 et 370 mégajoules. Si vous êtes par exemple sur le cuivre, vous voyez que vous allez pouvoir diminuer par 10, voire par 20, votre consommation d'eau ou d'énergie si vous extrayez un minerai ou si vous utilisez en fait des chutes, c'est-à-dire si vous faites du recyclage. C'est-à-dire, le recyclage, c'est véritablement le nœud de la transition énergétique future. Je conclus avec quelques mots en fait sur, d'un point de vue géopolitique, bien évidemment, la transition va redistribuer les cartes, parce que vous allez avoir des pays qui ont des pouvoirs de marché qui vont peut-être s'exacerber. On peut penser notamment à l'Amérique latine, qui concentre un ensemble notamment lithium, cuivre, terres rares également au Brésil. L'Australie, qui est c'est le pays de la transition énergétique d'un point de vue minier, mais aussi la Russie.
sans oublier la Chine, pas forcément en tant que producteur de matières premières, mais plutôt en tant que d'affineur ou de raffineur de ces matières premières sur lesquelles il a un pouvoir de marché considérable. Donc, on a véritablement derrière cette criticité géologique des problématiques économiques qui sont véritablement très fortes. Alors, en conclusion, que vous dire? Effectivement, pour certains matériaux, on remplace la dépendance énergétique traditionnelle par d'autres dépendances. Mais ce qu'il faut retenir peut-être, et c'est à mon sens le message qu'on a voulu faire passer à chaque fois qu'on a fait des présentations, il n'y a pas d'universalité de la criticité. C'est-à-dire que vous avez, pour chaque métaux stratégique, vous allez avoir une problématique propre. Le cuivre et le cobalt sont, à notre sens, les matériaux qui ont le plus de criticité. Il y a une criticité moyenne pour le lithium et le nickel, et il y a une criticité faible pour les terres rares. Par contre, le fil rouge, c'est que pour l'ensemble de ces métaux, on a une problématique qui est liée à l'eau et qui sera véritablement cruciale à étudier pour le secteur minier. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que, on parle toujours des petits métaux, même si cette définition n'a aucun sens. Non, tous les métaux, c'est-à-dire les métaux communs, sont aussi sensibles à la transition énergétique. Je reviens sur le cuivre. Alors, bien évidemment, je devrais mettre un warning. C'est comment dire, les projections réalisées par le modèle ne sont pas des prévisions, ce sont des projections. D'accord, on fait de la prospective, c'est-à-dire n'allez pas investir dans le cuivre après avoir vu ma présentation. Je n'en serai absolument pas responsable. Mais les métaux communs sont vraiment très sensibles à la transition. Il faut vraiment développer cet axe et ne pas regarder uniquement ce qui est éclairé par le réverbère, c'est-à-dire généralement l'ensemble terre rare, lithium, cobalt, où pour nous, il y en a 2 sur 3 qui ne sont pas critiques. Troisième point très important, les politiques publiques ont un rôle majeur à jouer, que ce soit pour la mobilité, que ce soit pour le recyclage, et j'irai même plus loin, que ce soit pour les politiques de R&D, pour toute la recherche qui concerne notamment la réduction des procédés énergétiques, la réduction de la consommation énergétique des procédés ou de la consommation d'eau, c'est véritablement fondamental. La question technologique est aussi très importante, étant donné que, oui, les technologies qui seront employées dans 10 ans, dans 15 ans, joueront un rôle majeur sur cette criticité. Dernier point, et là c'est juste pour faire un petit point avec la question des brevets, bien évidemment, la question technologique et les prix du pétrole seront aussi clés en fait dans cet ensemble, tout simplement parce que, vous voyez, on a mis en exergue une corrélation très simple entre les prix du pétrole et les technologies bas carbone. Ce n'est pas très compliqué. Si les prix du pétrole sont bas, il y a très peu d'inventions, il y a très peu d'envie de breveter les inventions qui sont réalisées. Si les prix du pétrole sont très élevés, vous avez une tentation à breveter des technologies bas carbone. C'est-à-dire, derrière la question de la criticité et des technologies bas carbone, il y a malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, cette question des prix du pétrole. Et tant qu'on aura ce prix du pétrole qui sera leader sur les prix de l'énergie et qui sera déterminé sur un marché financier, on a des questions très importantes à se poser, notamment sur la question de la transition énergétique. Alors, dernier point, et j'ai fini. Pour ceux qui veulent en savoir plus, bien évidemment, il y a énormément de publications qui ont été réalisées en fait, par l'ensemble du groupe Generate. Il y a de nombreux papiers qui sont disponibles sur ResearchGate. Via mail, je vous les transmettrai. Et il y a une revue qui a été éditée sur la géopolitique de la transition énergétique avec notre partenaire l'IRIS, avec qui nous avons fait ce projet. Voilà, j'en ai terminé. J'ai été un petit peu long. Vous m'en excuserez. Mais c'était un plaisir de vous faire cette présentation devant vous. Et donc, j'attends vos questions. Ok, merci beaucoup Emmanuel, c'était passionnant et on a effectivement pas mal de questions. Je te lis la toute première qui est: existe-t-il des indicateurs d'impact social de l'extraction des ressources pour compléter les indicateurs ACV très techniques, les métaux étant aussi un problème social délocalisé, exemple, atteinte sur la santé? On peut parler aussi du travail d'enfants par exemple. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas des indicateurs aussi globaux. Par contre, il y a des batteries d'indicateurs en fait sur les empreintes écologiques,
mais sur le social, très peu au final. Et c'est malheureux, et c'est aussi un angle qu'il faudrait développer en fait comment dire, dans ce type de recherche. Damien, Deuxième question. Quelle est votre position, donc votre en tant qu'Emmanuel H, en tant qu'expert avisé sur la transition énergétique, une fois la priorité donnée à la sobriété et à l'efficacité, on devrait, selon vous, construire quel mix pour répondre aux besoins à 2050 ? Pour répondre auxquels besoins? Aux besoins énergétiques ou Alors, tel que je comprends la question, il s'agit de répondre aux besoins énergétiques et je vois qu'Antoine Rabin répond oui, c'était bien ça. D'accord. Alors, en fait, dans la question, en fait, on dit efficacité et sobriété, en fait, sont les deux, comment dire, sont les deux, j'allais dire, modèles de base de la transition énergétique, si je comprends bien la question. Moi, j'ai justement pas l'impression qu'on soit sur ce schéma-là. Certes, on fait de l'efficacité énergétique, c'est vrai. Le problème, c'est qu'il y a un point qui est pas assez étudié, que ce soit en milieu universitaire ou même, j'ai envie de vous dire, dès la petite école, en fait, on devrait apprendre aux enfants en fait quelque chose qui est très simple, qui s'appelle l'effet rebond. Et malheureusement, dans notre monde d'ingénieurs, nous avons tendance à croire que mettre en place une technologie bas carbone va permettre de réduire la consommation d'énergie ou la consommation de matières premières. Or, si on se souvient de ce qui devrait être notre maître à tous, c'est-à-dire Jevons en 1865, dans un très bon rapport qui s'appelle The Coal Question, il a mis en exergue l'effet rebond avec la machine à vapeur, c'est-à-dire que certes, vous aviez du progrès technique et de l'efficacité technologique dans les machines à vapeur, mais vous aviez malheureusement une augmentation de la consommation de charbon au niveau national pour l'usage de machines à vapeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on ne prendra pas en compte l'effet rebond, et l'effet rebond, il existe notamment dans le transport, hein. On a réduit le poids des motorisations, d'un certain pourcentage et la consommation par kilomètre des moteurs thermiques de manière très très importante depuis les années 90, et pourtant on parcourt de plus en plus de kilomètres et on consomme de plus en plus d'essence. Donc l'efficacité technologique, elle a le corollaire qu'on ne prend pas assez en compte l'effet rebond. Deuxième point, la sobriété. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait de la sobriété énergétique dans ce monde. Le problème, c'est que la sobriété énergétique, quelque part, j'ai presque envie de vous dire, c'est ce qu'on a un peu vécu ces 2 derniers mois et demi. On l'a vécu de manière forcée, c'est-à-dire que ça s'appelle le confinement. Vous savez, au mois de février, fin février, j'ai fait une conférence à Dauphine où je disais aux personnes qui étaient présentes, un jour, on sera obligé de nous imposer de ne plus prendre les transports, de ne plus consommer autant d'électricité pour nos ordinateurs, pour nos téléphones, et on va nous l'imposer. Et donc, certaines personnes m'avaient dit, mais non, ça n'arrivera jamais. Ça s'appelle le confinement, et finalement, la sobriété, elle est beaucoup mieux quand elle est volontaire. Là, elle n'était absolument pas volontaire. Et le problème, c'est que moi, je répondrais à cette personne, chiche, allons vers la sobriété, allons vers l'efficacité technologique avec la prise en compte de l'effet rebond. Mais ça nécessite quoi? Ça nécessite notamment de prendre en compte le facteur éducatif, c'est-à-dire que la transition énergétique, moi, je suis assez déçu qu'au final, ça ne pénètre pas les programmes des écoles primaires et du collège, tout simplement parce que si on ne prend pas en compte cet aspect éducatif, si on n'éduque pas les enfants à l'énergie, on n'y arrivera pas. Et la sobriété, ce n'est pas des personnes, j'allais dire, comme nous, qui sommes au fait des problématiques énergétiques qu'il faut l'apprendre, c'est à tout le monde. Je vois que la personne qui avait posé la question a souhaité la préciser dans les commentaires. Sa question porte surtout sur quel mix énergétique à 2050 selon ta vision durable, quel poids aux ENR et entre filières. Est-ce que tu penses être en mesure de donner une vision de quel pourcentage de photovoltaïque, éolien, hydraulique, nucléaire, etc. D'accord. Non, alors là pour le coup, j'ai pas les chiffres du modèle en tête. Tout simplement parce que nous on a comment dire,
ce qui nous intéresse plus, là, pour le coup, c'est plutôt le contenu matériau. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a dans nos modèles, notamment dans notre modélisation de degrés, il nous reste très peu de charbon parce que c'est ce qu'on va retirer en premier, sauf dans certains pays d'Asie, notamment en Chine. Il y a encore des capacités installées, tout simplement parce qu'on a encore des capacités qui s'installent à l'heure actuelle en Asie. Donc, il y a encore un petit peu de charbon. Mais bien évidemment, on a une progression assez importante en fait de l'éolien et du photovoltaïque, on va dire de toutes les technologies bas carbone pour la production d'électricité qui pénètrent de manière assez massive. On a aussi du nucléaire, faut pas oublier. Le nucléaire, c'est aussi un allié très très important de la transition énergétique en fait. Quand on parle de décarbonation du mix électrique. Mais j'ai pas de chiffres en tête. Là encore une fois, on pourrait regarder ça et faire une petite réponse écrite pour voir ce que ça donne dans nos modèles. Ok, merci. Alors la question suivante concerne le recyclage. Comment le recyclage des matières premières est pris en compte dans l'étude vis-à-vis des risques, criticité géologique, marché, impacts environnementaux? Ouais. Alors, tout simplement, en fait, nous, on a étudié, la question du recyclage. C'est-à-dire que nous, dans notre modèle, en fait, on fait une boucle. On a des technologies qui sont utilisées, on a des secteurs qui utilisent en fait les différents matériaux. Et tout simplement, on va recycler en fonction des taux de recyclage que l'on observe à l'heure actuelle et qu'on fait augmenter en fait à travers le temps. Par contre, il y a quelque chose, et ça, la question est très intéressante et elle est très pertinente. Et vous allez voir pourquoi. Je vous reprends mon exemple du cuivre. Je n'avais pas voulu le développer pendant la présentation parce que j'avais peur d'être un peu trop long. Si vous prenez par exemple le cuivre, parce que c'est un exemple qui est très emblématique. Si vous prenez le taux de recyclage moyen du cuivre, à l'heure actuelle, on est autour de 34-35%. D'accord ? Mais ça, ce chiffre-là, si vous le mettez dans votre modèle, quelque part, ça ne vous apporte pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que si vous regardez le cuivre qui est issu du secteur de la construction, il va avoir un temps d'immobilisation qui est très long. Il va peut-être rester 40, 50 ans, voire 60 ans sur place. Si vous prenez le cuivre qui est utilisé dans les biens de consommation courante, lui, il va tourner beaucoup plus vite. Vous voyez, c'est du 7, 8, 10 ans. Le problème, c'est que vous allez voir, le premier, c'est-à-dire le cuivre de recyclage de construction, ça va se recycler beaucoup, à près de 60%. Mais malheureusement, il faut attendre 60 ans pour le recycler. Le cuivre du secteur des biens manufacturés, lui, il se recycle autour de 20%, voyez, et on le recycle très peu. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce qu'on devrait recycler, c'est-à-dire notamment les biens manufacturés, on le recycle très peu, alors qu'au final, c'est là-dessus qu'il faut aussi appuyer les politiques publiques. C'est-à-dire, on ne peut pas faire un test là, parce que si on fait lever le doigt à tout le monde, mais qui n'a pas chez lui en fait plusieurs téléphones portables non utilisés? Je vois Aurélien qui sourit, tu dois être comme moi, tu en as au moins 2 dans ton placard, des ordinateurs, etc., etc. Et le problème, c'est que, si vous voulez, on prend le recyclage en compte, mais on prend aussi les problématiques de comportement du recyclage en compte. C'est-à-dire que ce qui se recycle très bien est longtemps immobilisé, ce qui se recycle très peu est très peu immobilisé. Et tant qu'on n'aura pas dépasser cette problématique, on va dire, comportementale, on n'y arrivera pas. Par contre, on le prend en compte dans le modèle. Et on prend en compte, en fait, il n'y a que pour un matériau, on n'a pas pris en compte le recyclage, c'est le lithium. Tout simplement parce que quand on a commencé notre travail sur le lithium est recyclé qu'à 1%. Donc on ne l'a pas pris en compte, mais pour tous les autres matériaux, c'est extrêmement bien pris en compte. Question suivante. Alors, c'est assez amusant parce qu'au fil du temps, tu parles et les gens votent et donc l'ordre des questions demandées change. Donc, pour le moment, quelles sont les hypothèses de croissance de la demande et quelles sont les hypothèses d'apprentissage technologique? Alors, les hypothèses de croissance de la demande. On a des hypothèses de demande de mobilité, nous, par exemple, qui sont prises en compte, on utilise en fait le modèle de mobilité en fait, de l'AIE, de l'Agence internationale de l'énergie. Pour ce qui est,
comment dire, le secteur électrique, nous, on a des demandes que l'on calcule en fait avec des indicateurs qui sont le PIB, qui sont le PIB par tête, qui est la population, qui est la croissance économique. Donc là, on a nos propres estimations en fait pour le secteur. Après, on prend aussi en fait pour certaines demandes en fait des demandes qui nous sont fournies par le JRC et la Commission européenne pour essayer d'avoir une certaine cohérence dans nos données. Après, dans notre modèle, en fait, on a du learning by doing aussi. Hein. On a comment dire, on a des technologies qui rentrent avec des CAPEX et des OPEX, et puis des émissions et des consommations d'énergie qui sont calibrées pour une période et qui vont évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'un véhicule thermique, par exemple, dans notre modèle sur 2015, il ne va pas avoir la même consommation d'essence en 2030 ou en 2035. C'est-à-dire qu'on prend en compte le progrès technique. Ça, c'est issu de la recherche qui est développée à IFP Énergie Nouvelle. En fait, dès qu'on peut comment dire, mettre notre propre R&D dans nos modèles, on le fait. Et donc, en fait, on a ces deux composantes. Ok. Avant de passer à la question suivante, je veux juste revenir sur le recyclage parce qu'en fait, je connais le chiffre de smartphones immobilisés en France, c'est 100 millions qui dorment dans les tiroirs. Et je connais le chiffre, je fais une pub parce qu'on a créé une fresque du numérique avec Yvain Mouneau qui est connecté là et qui permet d'apprendre ce genre d'infos, qui parle de tout ce que tu as évoqué d'ailleurs concernant les ressources. Et si tu prends en compte juste que par iPhone, il doit y avoir une centaine de grammes de cuivre, je pense. Tu peux faire le calcul en fait toute la problématique des matrices complexes à recycler parce qu'il y a du plastique, du verre, etc. Hein, mais il y a quand même un potentiel assez extraordinaire. Il y a beaucoup de matières disponibles ici, absolument. La question suivante, elle concerne encore le cuivre, je pense. C'est 96% du stock consommé en 2050, c'est plus que critique. Comment on fait pour 2050 et après? Voilà. J'espère qu'on n'en sera pas arrivé là. Alors, comment on fait? Déjà, là, pour le coup, les deux politiques publiques sont très importantes, hein, c'est-à-dire mobilité soutenable qui permet de réduire la consommation dans les transports, recyclage très, très important. Après, substitution. Hein. Lorsqu'on discute notamment avec nos amis d'EDF sur ces questions-là, ils nous parlent de plus en plus de substituer du cuivre par de l'aluminium. Ça se fait. Donc, il y a les processus de substitution qui peuvent exister. Après, j'ai envie de vous dire, en fait, je ne vous ai même pas tout dit sur le cuivre parce que j'aurais pu être encore plus pessimiste. Si par exemple, vous voyez, dans notre modèle, le 96%, effectivement, il est très critique. J'ai une autre manière de vous le présenter. Lorsque vous discutez avec des officiels chiliens, c'est-à-dire le premier producteur mondial de cuivre, et lorsque vous discutez avec eux et vous leur présentez les résultats, donc il y a un large sourire tout simplement parce qu'ils produisent du cuivre et du lithium, mais surtout ils vous disent mais à combien est estimée dans votre modèle la production au Chili entre aujourd'hui et 2050? Et donc, dans le modèle, nous, si vous voulez, les résultats que l'on a en termes de demande nous imposent au modèle que le Chili augmente sa production d'environ 4,5% par an, tous les ans, d'ici 2050. D'accord ? Lorsque vous discutez avec des officiels sur ce sujet-là, ils vous disent « mais c'est absolument pas possible. En fait, on ne pourra pas aller au-dessus de 2,53% de production supplémentaire, tout simplement parce que je reviens à ma problématique eau, hein, tout simplement parce que la consommation d'eau, hein, c'est autour de 13 mètres cubes par seconde en fait, dans les mines. Et en gros, ils ne pourront pas aller au-dessus de 3%. Si des fois, nous, on avait réinjecté en fait, ces 3% dans le modèle, en fait, notre modèle ne converge pas, c'est-à-dire qu'en gros, on est obligé d'importer de la Lune, en fait, du cuivre. Ça veut dire qu'il n'y en a pas assez sur Terre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je répète, il ne faut pas regarder que ce qui est éclairé, c'est-à-dire que ce que vous voyez en fait, on vous parle toujours des terres rares, du cobalt ou du lithium. Non, les gros métaux sont vraiment très sensibles. Après, nous, on a alerté le comité des métaux stratégiques, hein, on a fait une présentation sur cette thématique-là. On alerte les pouvoirs publics. Si on a été financé par l'ANR, j'espère que notre rapport il va être public
pour, comment dire, pour qu'on puisse voir que justement, il y a une vraie problématique dessus. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que donc, je reviens, hein, politique publique, recyclage, mobilité. Et puis, nous, peut-être, moi, j'ai toujours dit qu'il faudrait, pour toutes les technologies, notamment dans le numérique, qu'on ait, vous savez, un peu comme ce qu'on a sur les frigos, sur la consommation énergétique, qu'on ait des indicateurs de consommation matière pour chaque produit manufacturé qui sortent d'usine. C'est fondamental pour qu'on se rende compte, vous voyez, avec ABCDE, de la consommation en fait que l'on a dans les éléments que l'on achète. C'est absolument fondamental que le consommateur soit, soit informé de cela. Parce que je l'ai pas dit dans ma consommation, mais dans ma présentation, mais à l'heure actuelle, est-ce que vous savez combien on consomme de matériaux par jour et par personne? Si on prend tout en compte, hein, le béton, le sable, le goudron, on en est à 33 kilos par jour et par personne. D'accord? 33 kilos de matériaux par jour et par personne. On passerait, selon l'OCDE, à 45 kilos en 2060. C'est-à-dire qu'on a un vrai problème de matière, hein, à consommer ce que l'on consomme, que ce soit pour la transition ou pour autre chose, hein. On a une vraie problématique matériaux en fait à venir. Alors la personne qui m'a posé la question comment on fait, sobriété, sobriété, sobriété. Le chiffre que tu indiquais, c'est au niveau mondial, c'est ça? C'est au niveau mondial, c'est la moyenne mondiale, c'est des chiffres de l'OCDE, c'est dans un rapport qui est sorti en novembre 2018 ou 2019. Okay. Question suivante. Sur la partie ressources, avez-vous travaillé avec Olivier Vidal ou sinon comparé vos chiffres avec ses travaux? Oui, alors Olivier Vidal, on a beaucoup travaillé parce que bien évidemment, Olivier, c'est un spécialiste de ces questions-là. Il n'a pas les mêmes approches en fait en termes de modélisation. Lui, il est plus sur des modèles proies-prédateurs. Ça a été le premier, hein, il faut lui reconnaître cet honneur. Hein. C'est le premier qui a travaillé en fait sur ces questions-là. Alors, on a confronté nos résultats de nombreux fois et je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, on est très peu à travailler sur ces sujets au final et à faire des estimations de demande. Et donc, lorsque vous avez des conférences sur le sujet, généralement, on s'y retrouve. On a les mêmes, le même type de projection sur le cuivre. Sur les gros métaux, on est très, très, très proche. On a quelques différences, en fait, je crois, sur le lithium, mais en gros, on est dans le même ordre d'idées et on a véritablement, des similitudes et on échange, en fait, sur nos travaux de manière assez récurrente. Ok. Question suivante. Comment le modèle prend-il en compte les solutions nucléaires pour atteindre les objectifs de réchauffement, enfin, ou plutôt de limitation du réchauffement? Il les prend en compte comme toute technologie bas carbone. C'est-à-dire qu'il est modélisé avec un CAPEX, un OPEX, des consommations en matériaux. Et donc, c'est une technologie bas carbone comme une autre. On n'a pas, pour le coup, là, c'est pas à nous de faire ça et on ne veut absolument pas prendre parti dans un débat pro ou anti-nucléaire. Nous, c'est une technologie bas carbone. Donc, dans certains pays, elle rentre. Hein. Par exemple, dans le mix énergétique de la Chine, à l'horizon 2050, vous avez énormément de capacités nucléaires qui sont rentrées, hein, qui côtoient de la capacité gaz et de la capacité charbon. Dans certains autres pays, bien évidemment, quand on a des chiffres, hein, si vous prenez l'exemple français, on peut modéliser le 50% d'électricité nucléaire à l'horizon 2050. Ça, on peut le faire. Et donc, nous, en fait, toutes les technologies sont représentées, et notamment le nucléaire. Je vois que la personne qui avait rédigé la question a souhaité la reformuler un peu plus tard et écrit: la question serait plutôt maintenant sur quelle pression du nucléaire que Times fait apparaître pour tenir les objectifs de réchauffement sur les ressources en matière première. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose à ta réponse. Ouais, ça ne change pas grand-chose. Alors, si, il y a quelque chose que… Alors, peut-être en apportant peut-être un complément et peut-être une nouvelle matière première, en fait, on a aussi modélisé le ciment parce que généralement, en fait, quand on parle du nucléaire, la principale question qui se pose, c'est la consommation en clinker, plus exactement, clinker ciment,
comment dire, pour les technologies bas carbone. On a fait un petit exercice. Alors, on ne l'a pas fait avec ce modèle-là. On l'a fait avec, on a créé un petit modèle en fait avec les données de l'AIE. On a essayé de calculer les besoins en ciment supplémentaires, en ciment béton pardon supplémentaire pour la transition énergétique. Alors, c'est tout chaud parce que l'article il a été accepté lundi. Donc, vous voyez, ça c'est pareil. On pourra vous donner un lien. Je pourrais envoyer un lien. Il n'y a aucun problème. La grande peur, il y avait deux grandes peurs. Il y avait une grande peur sur le nucléaire, c'est-à-dire en gros le nucléaire consomme beaucoup trop de ciment et aussi de lithium, et le nucléaire et l'éolien consomme énormément de ciment. On a fait un petit travail. La consommation de ciment du secteur électrique dans la transition énergétique à l'horizon 2050, ça représentera moins de 5% de la consommation de ciment globale. Donc il n'y a pas de risque sur le ciment d'un point de vue global. C'est pas la transition qui va, qui va impacter le secteur du ciment. Peut-être sur certaines régions, notamment en Afrique, mais c'est plus un problème économique. Vous voyez. Par contre, ce qu'il faut rajouter, c'est que quand on a travaillé sur le ciment, à la base, nous on voulait travailler de manière plus détaillée sur le sable, par exemple. Vous voyez. Et ça, on n'a pas pu le faire parce qu'encore une fois, ce sont des secteurs qui sont très fermés et on n'a absolument aucune donnée. Donc, s'il y a des gens, je fais un appel à la salle, s'il y a des gens qui ont des données sur le sable, ça sera un plaisir de modéliser ce secteur. Et pour en revenir aux conclusions, donc, ni le nucléaire ni l'éolien ne vont contribuer à une explosion de la demande en ciment-béton. Là encore, sobriété dans les infrastructures. Le principal consommateur de ciment et de béton, ce n'est pas le secteur électrique, ce n'est pas le secteur des transports, c'est l'urbanisation. Plus on urbanise et plus on va retirer des surfaces végétales à ce monde, plus on consommera de ciment-béton. Et il est là le problème. Il n'est absolument pas dans le fait de mettre une éolienne ou de mettre une centrale nucléaire. Ok. Alors, je pense qu'on a le temps de prendre encore sans doute une ou deux questions supplémentaires. Alors, autre matériau de la transition non pris en compte dans cette étude, le silicium. Il ne concerne aujourd'hui que le photovoltaïque, mais demain très probablement les batteries. Et contrairement à l'idée reçue, atome très présent dans la croûte terrestre, le silicium de qualité métallurgique, mais surtout le silicium de qualité photovoltaïque, sont complexes à produire. Peu de mines de quartz, des producteurs concentrés en Chine, une cartélisation et un impact environnemental non négligeable. Eh bien, je vois qu'on a un spécialiste du silicium. Nous, on n'a jamais réussi à avoir toutes les données sur le silicium. Et donc, c'est un matériau qu'on envisageait aussi comment dire. Il y en a beaucoup. Hein. Je pourrais faire une liste à l'après-vert. En fait, je pourrais faire ma liste de courses de ce qu'on aurait voulu avoir comme données. Mais effectivement, cette personne a tout à fait raison. Et c'est des problématiques, si vous voulez. Les matériaux, ce n'est pas qu'une question de criticité, effectivement, dans la croûte terrestre. Rappelez-vous déjà que les terres rares ne sont pas rares, donc ça c'est déjà le premier élément. Pour le silicium, on a vraiment une belle problématique effectivement à regarder, et on a la problématique des qualités. Je l'ai très peu abordé, mais je fais un parallèle avec ce qu'on a sur le nickel. Vous voyez, dans nos résultats sur le nickel, la criticité elle est moyenne, sauf que si j'avais eu le temps, je serais rentré encore plus dans l'analyse. Pour faire des batteries au nickel, il faut du nickel de classe 1. Ce nickel de classe 1, c'est 50% de la production globale de nickel. Le reste, c'est du nickel de classe 2 pour lequel en fait, on fait de l'acier inoxydable. Vous voyez, si vous raffinez un tout petit peu en fait, l'analyse, non plus modélisée, mais plutôt de l'analyse économique ou l'analyse, j'allais dire, technologique, vous allez avoir certaines peurs, certaines bouffées de chaleur qui vont monter parce que, en fait, pour chacun des métaux, on va se retrouver soit avec de la criticité géologique et pas d'économie, mais généralement, on a quelque chose qui est géologique, économique et technologique. Donc, question très pertinente. Et franchement, c'est quelque chose qu'on souhaite modéliser. Merci pour ce commentaire et cette question. Je vois qu'il s'agit d'Antoine Chalot qui a fait cette remarque. D'ailleurs, salut Antoine, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu depuis la Chine et qui te propose d'en discuter en privé. Avec grand plaisir. Voilà, puisque apparemment il a un expert sur le sujet dans son équipe. Avec grand plaisir. Et on vous mettra en contact. Ouais, merci beaucoup.
Ok, ensuite, il y a des questions sur comment est-ce qu'on pourra revoir la vidéo et accéder aux slides et tout ça que tu as présenté. Et tout ça sera disponible sur le site de Centrale Énergie, dont j'ai remis le lien dans la fenêtre conversation du Zoom. La question Je vous suivante, donnerai la c'est présentation. rapidement, quels sont les grands résultats des autres parties du projet Generate? Brevets et pays producteurs d'hydrocarbures. Je vais commencer par les brevets. J'avais juste abordé en fait la question des prix du pétrole brevet, mais c'est une question en fait qui relie les trois versants, hein. Tout simplement parce que ce prix du pétrole impacte les brevets et impacte bien évidemment en fait la dynamique de pénétration des technologies bas carbone dans le mix énergétique mondial. Donc c'est véritablement important. Sur la question des brevets, je pourrais peut-être le résumer à quelques chiffres. 52% des brevets de la transition énergétique, enfin des technologies bas carbone se situent en Asie, donc plus du tiers en Chine. Présence de la Chine sur l'éolien, présence de Taïwan, de la Corée du Sud et du Japon sur le photovoltaïque. Problématique très intéressante sur les brevets, c'est ne pas non plus se laisser, encore une fois, la théorie du lampadaire est extraordinaire, c'est-à-dire lorsque vous regardez les brevets bas carbone qui sont développés par la Chine, il y en a effectivement beaucoup, hein. On a un niveau de brevets qui sont très très importants. Le problème, c'est que la qualité de ces brevets n'est pas, est plutôt qualifiée de médiocre par les spécialistes en fait des brevets, c'est-à-dire qu'il n'y aurait qu'un brevet, un tiers des brevets chinois qui serait vraiment du brevet, j'allais dire, avec une réelle percée technologique. Le reste, c'est plutôt du brevet de marketing. Donc, c'est à relativiser, mais malgré tout, une montée en puissance phénoménale de la Chine sur ces questions, que ce soit au niveau des technologies, mais aussi, au niveau des matériaux en eux-mêmes. Si je vous prends la question la problématique des terres rares, par exemple, la Chine, et là je remercie Charlène Barnet qui travaille sur Generate avec nous. La Chine, elle a déposé près de 26 000 brevets entre 1950 et 2018 sur les seules terres rares, en fait, sur les questions de séparation et d'extraction de terres rares, à comparer aux 13 000 du Japon, aux 10 000 des États-Unis ou aux 7 000 de l'Europe. Vous voyez, juste sur ce segment de terres rares. Et comme la Chine, en fait, elle a une capacité à internaliser les filières dans leur globalité, c'est-à-dire on va partir de la matière première, on va aller sur le raffinage et on va aller sur le produit à faible valeur ajoutée, puis à forte valeur ajoutée. Et à l'heure actuelle, en fait, ils sont en train de remonter toutes les filières. Il y a un pragmatisme industriel qui est absolument fascinant. Et à l'heure actuelle, il y a cette montée en puissance à travers le plan Made in China, notamment 2025. Et dans le 14e plan qui est en train d'être élaboré à l'heure actuelle, il y a toute une partie qui est en train d'être faite justement sur la création de ces champions nationaux qui sont déjà présents, hein, sur les marchés liés aux technologies de la transition énergétique. Donc, on a véritablement une percée de l'Asie et de la Chine en fait sur les brevets bas carbone. Et sur la troisième partie de l'ANR, sur les pays producteurs d'hydrocarbures, on a différents pays avec différents niveaux de résilience, à la transition énergétique. On a en gros les pays du Moyen-Orient, c'est peut-être les plus résilients parce que ce sont peut-être ceux qui se préparent le mieux, notamment l'ensemble, Arabie Saoudite, Qatar, Iran, Koweït. Ils ont une préparation, ils ont une vision. La problématique, c'est comment faire pour se diversifier. Ceux qui risquent de plus subir la dynamique de transition énergétique, malheureusement, ce sont les petits pays producteurs et plus particulièrement les pays producteurs d'Afrique, qui, eux, ont un degré de préparation moindre et qui ont malheureusement beaucoup moins de capitaux à investir dans leur processus de diversification. Et avec l'effondrement des prix du pétrole auquel on a assisté en fait, entre mars et mai 2020, la question de la diversification là, dans tous les pays va se poser.
Mais si vous alliez en fait le fait qu'en plus on va avoir une récession très profonde en Afrique, en fait ces pays producteurs africains risquent de subir pendant de très nombreuses années en fait à la fois la récession, mais surtout la problématique de dynamique de transition énergétique. Alors, je pense qu'on a le temps de prendre une toute dernière question avant de passer à une autre question qui n'a pas reçu, à mon avis, le succès qu'elle méritait dans les votes, à savoir quelle est la prochaine conférence Centrale Énergie. Donc, dernière question pour toi, Emmanuel. Quelle place est l'hydrogène dans le modèle pour la mobilité notamment? Alors, on a des, dans le modèle, en fait, on a les technologies hydrogène dans le transport. Alors, dans les slides que je vous ai montrés, à un moment, il y avait, vous ne l'avez pas vu parce que même moi, je pense qu'il est très difficile de le voir. Quand je vous ai montré le parc, en fait, il y a une petite portion en fait de l'hydrogène, de véhicules hydrogène dans le secteur transport. Alors l'hydrogène là dans notre modèle, il pénètre très peu, tout simplement parce que vous avez encore des coûts hydrogène qui sont assez élevés. Après, on a tout à fait la capacité aussi de faire des travaux sur l'hydrogène et c'est ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, pour tout vous dire. Mais c'est bien. Oui, bien, on va pouvoir répondre à cette dernière question. Dans un premier temps, on va te remercier. Enfin, merci Emmanuel Merci à vous tous. d'avoir accepté d'intervenir. En tout cas, aujourd'hui, on a de très très loin battu le record du nombre de participants à une conférence de Centrale Énergie. Comme quoi, le numérique, ça a du bon. Ça a du bon. Et donc, les prochaines conférences Centrale Énergie, alors évidemment, le calendrier qu'on avait prévu avant le confinement est remis en cause. La preuve avec celle que tu devais faire aux côtés d'Antonin Potier il y a quelque temps. Et donc, là, nous sommes un petit peu plus dans l'incertitude sur la prochaine conférence, mais normalement, la prochaine conférence aura lieu fin juin, le 24, si je ne me trompe pas, Aurélien, tu me corrigeras, avec un certain Cédric Ringenbach, que beaucoup doivent connaître, hein, puisque je sais que de nombreux animateurs et animatrices de la fresque du climat sont connectés. Et donc, il nous parlerait essentiellement des liens énergie et PIB. On va reparler économie, très bien. Mais cette fois avec un angle donc plutôt énergétique. Et c'est vrai que Cédric s'est beaucoup intéressé à qu'est-ce qui se passe quand un physicien regarde les modèles utilisés par les économistes et la manière dont ils déterminent leurs paramètres pour les rentrer dans leur modèle. Je peux rajouter quelque chose, tu as oublié, il y en a une le 10 juin, une conférence. On a une conférence le 10 juin sur le changement climatique, comment prendre conscience de son impact et passer à l'action, ou justement parler d'un outil qui s'appelle Hello Carbo, qui permet de connaître de manière automatique ta consommation de carbone, si je puis dire. En fait, combien tu génères de CO2, quoi, en gros. Donc, c'est ton calcul d'impact CO2 sur ta vie de tous les jours. Le 10 juin, un webinaire. Ok. Écoute, Emmanuel, merci beaucoup pour ce webinaire. Encore manifestement, ça a plu à ceux qui s'expriment dans les commentaires. Vous pouvez aussi, vous avez un bouton réaction dans Zoom qui vous permet d'applaudir virtuellement si votre micro n'arrive pas à s'ouvrir, mais nous, on a la chance. Donc, merci beaucoup. C'était super intéressant. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et puis, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle.